Merci beaucoup Bruno. Et en effet, Bruno a fait remarquer qu'on peut parler de la forme de la Terre. Et il y a quelques années de cela, j'ai donné une conférence ici même, dont le titre était « La Terre est plate et immobile ». Et Bruno lui-même, avant cette conférence, a dit que c'était probablement la dernière que je ferais à Florence. Et finalement, je suis content de ta fidélité, puisque tu m'as encore invité l'année d'après, malgré cela. Il était convaincu. Et c'est ma conférence qui a le plus de succès sur Internet, d'ailleurs. Enfin, je ne vous dis pas de quel nom on me traite, par contre, mais j'ai beaucoup de succès. Donc là, ce soir, je vais parler non pas... si, je vais parler de la Terre aussi, d'ailleurs, mais pas que. On va partir de la Terre et puis on va parcourir tout l'univers, en fait. Parcourir l'univers sous toutes ses formes. Et en fait, c'est une conférence que j'ai un peu sous une autre forme, déjà donnée dans la semaine des mathématiques. Puisqu'évidemment, donc c'était pour des élèves mathématiciens, enfin des élèves qui, dans le cadre de la semaine des mathématiques, avaient envie d'apprendre un petit peu comment on faisait des mesures dans l'espace, dans l'univers. Donc voilà, l'univers sous toutes ses formes. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler, c'est un petit inventaire à la Prévert, comme je l'ai mis dans le résumé. Je vais d'abord parler de la Terre. Donc, la Terre n'est pas plate. Maintenant, je le dis tout de suite pour ne pas avoir d'insultes sur ensuite les vidéos filmées. Donc, je parlerai de la Terre qui est ronde. Je parlerai aussi du système solaire, qui peut être grumeleux. Je parlerai des étoiles, qui peuvent être aplaties. Je parlerai des galaxies, qui parfois ont la forme d'un disque. Et en effet, je finirai par parler de l'univers. Est-il plat ou est-il courbe? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est, évidemment là je n'ai pas mis toutes les formes possibles qu'on voit dans notre univers. La première question qu'on peut se poser, c'est justement pourquoi nous voyons tant de formes différentes dans notre univers. Et en fait, l'ingrédient principal de ce qui va faire les différentes formes dans notre univers, c'est la force gravitationnelle qui va faire rentrer en collision certains corps, qui va d'abord les former en fonction de leur gravité et qui va parfois les déformer quand justement il y a des forces contraires qui sont à l'œuvre à l'intérieur, par exemple des réactions thermonucléaires, ou alors quand il y a des collisions avec d'autres corps. Donc en fait, lors de cette conférence, on va voir beaucoup de corps qui sont déformés par des collisions, par des impacts, mais à des vitesses plus ou moins grandes. Parce que quand on parle d'impact, on a toujours l'impression que c'est une grande vitesse qui va complètement briser deux corps, alors qu'en fait, non. On peut très bien avoir des impacts à faible vitesse qui vont se faire coller deux corps, et après, évidemment, ce n'est plus la gravitation. Une fois que les corps se rencontrent, ce n'est plus seulement la gravitation qui joue un rôle, mais ce sont aussi les forces électrostatiques. Ce sont en fait les forces qui ont un rôle dans les molécules elles-mêmes, et même au niveau atomique, de la matière qui compose ces corps qu'on va considérer. Et enfin, dans l'univers, vous avez des corps avec différentes natures, qui peuvent être dans des milieux solides, des milieux gazeux, on a même des milieux liquides évidemment, mais on va plutôt considérer ici les milieux solides ou gazeux, et puis parfois à haute pression, parfois à haute température, parfois à très faible pression, parfois à très faible température. Donc dans des milieux qui peuvent être très très différents. Et c'est ça qui va former la grande diversité de toutes les formes qu'on va voir au cours de cette conférence. Alors maintenant qu'on a fait ce petit préambule, on peut démarrer, entrer dans le vif du sujet, et on va commencer avec la Terre. Quelle est la forme de la Terre? Alors vous allez tous me dire, bon c'est facile, on sait qu'elle n'est pas plate, on sait qu'elle est ronde. Alors en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est ronde, ça se voit qu'elle est ronde, et la meilleure preuve qui avait d'ailleurs été donnée par Aristote, qui a dit pas mal de choses vraies, c'était que l'ombre de la Terre visible lors d'une éclipse de lune
donc lorsque la Terre s'intercale entre le Soleil et la Lune, eh bien cette ombre est ronde. Et comme elle est ronde tout le temps, c'est-à-dire dans n'importe quelle configuration d'éclipse, à n'importe quel moment, et pas seulement dans des configurations spéciales, ça veut dire que la Terre est forcément ronde. Et donc il avait même dans son livre, si vous le lisez, il y avait même des schémas qui montrent que si la Terre est carrée, on n'aura pas la même forme, si la Terre est triangulaire, on n'aura pas la même forme, si la Terre est plate, on n'aura pas la même forme, etc. Si la Terre est un disque, on n'aura pas la même forme. Donc la Terre est forcément sphérique, ronde. Donc déjà, on est content, la Terre est ronde, on a cette preuve lors des éclipses de Lune. Alors maintenant qu'on sait ça, que la Terre est ronde, on peut se dire, comment va-t-on mesurer la taille de cette Terre? Parce qu'en effet, c'est pas facile de savoir comme ça. Alors Aristote, lui, en regardant la taille de la Terre autour de lui, et puis aussi en regardant justement l'ombre de la Terre sur la Lune, avait dit, la Terre, à peu près 100 000 km de périmètre. Bon. Il a écrit dans son livre, sans aucune preuve, 100 000 km de... Il n'utilisait pas des kilomètres évidemment à l'époque, mais c'était sa mesure, donc la Terre, pour lui, avait cette taille-là. C'était une estimation vraiment à la louche. Alors en fait, il y a quelqu'un qui va s'atteler à cette mesure, et quelqu'un que probablement vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui s'appelle Ératosthène, donc qui est né en moins 276 et qui est mort en moins 194, qui était philosophe, mathématicien, géomètre, géographe, grammairien, astronome, et puis comme il s'ennuyait un petit peu, il a pris aussi le poste de directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et c'était quelqu'un qui était très intelligent, ça se voit, et qui s'est dit qu'il allait mesurer quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur, il voulait vérifier, en gros, ce qu'avait dit Aristote, il voulait voir si c'était vrai, et en fait, c'était quelqu'un qui était prédestiné, regardez, ça colle exactement. Alors, comment a-t-il fait? Donc lui, vous voyez, il était directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc il était à Alexandrie. Donc là, vous avez la Terre, alors là, vous avez le Soleil, vous remarquez que le schéma n'est pas à l'échelle, parce que le Soleil est beaucoup plus loin, par là-bas. Et lui, donc, il est à Alexandrie, et le 21 juin, à midi, le Soleil projette une ombre sur un bâton qui se trouve à Alexandrie, une sorte de gnomon, si vous voulez, comme un obélisque. Et l'ombre, elle fait un angle de 1/50 de cercle. On ne parlait pas en degrés à l'époque, mais donc ça correspond à 7 degrés, 1/50 de cercle. 7,2 fois 50, c'est à peu près 360. Et il avait pas beaucoup voyagé, mais par contre, il avait lu dans des écrits que à Sienne, qui est l'actuel Assouan, en Égypte, il y avait un puits qui était éclairé jusqu'au fond le 21 juin, donc au solstice d'été, à midi. Donc ça veut dire que le soleil passait au zénith, donc l'angle là, il était de 0 degré. Et Sienne se trouve au tropique du Cancer. Donc, il s'est dit, à partir de ces deux mesures-là, un angle de 0 degré ici, un angle de 1/50 de cercle ici, eh bien, je vais mesurer la taille de la Terre. Alors évidemment, il faut supposer plusieurs choses là, parce qu'il aurait pu se dire, le Soleil est très proche de nous. Et à ce moment-là, en effet, le Soleil étant proche, on aurait pu avoir des ombres différentes. Donc lui, il s'est dit, 1, le Soleil est loin. 2, le Soleil étant loin, si la Terre était plate, eh bien on aurait la même ombre partout, donc la Terre est ronde. Et ensuite, il s'est dit, il y a quelque chose que je vais utiliser, c'est tout simplement des mesures d'angle qui vont me permettre de calculer la taille de cette Terre. Donc en fait, il fait un calcul très simple en utilisant deux hypothèses, la rotondité de la Terre, l'éloignement du Soleil. Il dit, je ne peux pas le calculer, d'ailleurs, il ne va pas le calculer, l'éloignement du Soleil, et il utilise une trigonométrie très simple.
Alors il faut dire quand même qu'on n'a pas décrit d'Ératosthène, c'est pas lui qui a décrit cette expérience qu'il a faite, donc c'est quelqu'un qui a écrit plus tard cette expérience, donc on n'est pas absolument sûr de comment il a fait ce calcul-là, mais en gros il a dû faire comme ça, son expérience est décrite, donc il a dû faire comme ça. Donc voici son calcul, donc là je répète, à Sienne, au Tropique du Cancer, le Soleil, le 21 juin à midi, projette une ombre au fond du puits. À Alexandrie, l'ombre portée sur ce petit gnomon là est de 1/50e de cercle. Il suppose que la Terre est ronde, donc il projette ici cet angle-là à ce niveau-là. Et donc ça, c'est ce que je viens de dire. À Sienne, qui est l'actuel Assouan, le Soleil est au zénith à midi au solstice d'été. Alexandrie, ombre portée avec un angle de 1/50e de cercle. Et alors évidemment, il faut quand même mesurer une distance pour pouvoir calculer la taille de la Terre, la distance entre Alexandrie et Sienne. Et là, il utilise des gens qui sont en fait des arpenteurs, qui en fait avaient commencé à faire ce travail-là sous Alexandre le Grand, pour mesurer en particulier les parcelles de terre qui se retrouvaient recouvertes par le Nil lors des crues. Donc il fallait à chaque fois remesurer les parcelles pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les gens qui cultivaient ces parcelles. Donc il envoie des bématistes. Alors l'histoire ne dit pas exactement comment ils ont fait la mesure. Certains disent qu'il y avait des engrenages qui permettaient de mesurer la taille. D'autres disent que les chameaux ont un pas qui est très régulier, donc il suffit de compter le nombre de pas pour avoir la mesure de la distance. Moi, je ne sais pas, je ne suis jamais monté sur un chameau, je n'ai pas mesuré. En tout cas, la distance qu'ils ont mesurée était de 5000 stades égyptiens. Un stade égyptien, c'était 157 mètres 50. Ça veut dire que c'est en haut 800 km, donc il faut quand même les mesurer, les 800 km. Ératosthène, il n'a pas fait la mesure, hein. Mais donc voilà, les bématistes ont mesuré une distance de 800 km entre Alexandrie et Sienne. Ça tombe bien, on est sur le même méridien, donc l'erreur va finalement être assez petite. Et ensuite, donc, le calcul est simple. L'angle, c'est 1/50e de cercle ici, donc vous multipliez par 5000, qui sont les stades égyptiens, ça fait 250 000 stades, c'est-à-dire à peu près 39 375 km. Eh bien ouais, c'est pas mal. Pas mal, puisque la valeur actuelle qu'on mesure au méridien, à l'équateur, c'est 6367 km, c'est-à-dire le périmètre de 40 007 km, c'est-à-dire qu'il fait 1,5% d'erreur. Donc pas mal le Ératosthène. Et donc du coup, vous voyez que c'est moins que les 100 000 km prédits par Aristote. Bon, Aristote, il n'avait pas fait de mesure. Donc voilà, donc ça c'est la première mesure. La forme de la Terre est ronde et on mesure sa taille. Alors après, on va même pouvoir mesurer la distance à la Lune, etc. Alors je vous fais un petit rappel, parce que ça va m'être utile par la suite. Vous savez qu'à 2 dimensions, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, et que par contre en 3 dimensions, ou plus, eh bien, elle peut être supérieure. Là, vous voyez, vous faites le compte, hein, on a déjà 180 ici, vous ajoutez 50, donc c'est supérieur. Alors, donc Ératosthène, donc il a fait cette mesure, on est super content. Est-ce que la Terre est vraiment ronde? Ben non. Elle n'est pas plate non plus. Hein. La Terre n'est pas exactement ronde. Alors on peut se poser la question de comment elle est. Alors est-ce qu'elle est sphérique? Bon là, je viens de vous donner la réponse. Elle ne l'est pas. Est-ce qu'elle est aplatie à l'équateur? Aplatie à l'équateur, voilà, ça c'est la Terre qui du coup est enflée au pôle. C'est le hashtag Team Descartes, parce que c'était défendu par Descartes, cette hypothèse. Alors si vous voulez faire une Terre aplatie à l'équateur, ben, vous prenez un citron. Voilà. Donc ça c'est l'idée de Descartes. Descartes n'est pas le citron, hein. C'est l'idée qu'il avait de la Terre, comme ça, aplatie à l'équateur. Ou alors, est-ce qu'elle est aplatie au pôle? Donc là, c'est l'aplatissement au pôle. Donc là, c'est le hashtag Team Newton. Newton pensait que la Terre était aplatie au pôle, pour des considérations dont on parlera tout à l'heure. Et donc voilà, c'est plutôt une orange. Voilà, l'orange, c'est Newton. Alors évidemment, on ne sait pas. Il y a ces 3 possibilités-là. À l'époque, on ne sait pas. On a des idées, mais ce sont des idées qui restent beaucoup à l'état théorique. Alors il y a des mesures qui sont faites, mais on n'arrive pas à se décider. Donc à un moment donné, on se dit il faut trancher. Et pour trancher, eh bien, on envoie 2 expéditions qui vont mesurer la longueur d'un arc de 1 degré du méridien terrestre. Donc en tout, ça fait 360, on en mesure 1 degré. Donc 1
Une expédition qui va partir en Laponie, et vous voyez ici la mesure du méridien qui va être faite, donc il se trouve ici, vers les pôles, et ça c'est une expédition dirigée par Maupertuis, donc il va partir pendant un peu plus d'un an, à 1736-1737, et qui part à la latitude de 66 degrés. Et l'autre expédition va partir au Pérou, donc là vous voyez aussi le 1 degré qui va être mesuré, ça c'est une expédition dirigée par Bouguer et La Condamine, et donc ils partent eux beaucoup plus longtemps, vous voyez, de 1736 à 1744, certains n'en reviendront pas d'ailleurs, et donc ils partent à la latitude de moins 5 degrés. Alors, comme ça, sur le papier, ça a l'air très simple, on fait les mesures, on compare, et on va regarder où c'est le plus grand, et du coup, comment est la Terre, où est-ce qu'elle est aplatie, au pôle ou à l'équateur. C'est simple, sauf que ça reste simple sur le papier, mais dès qu'on passe à la pratique, ça l'est moins. Par exemple, là, je vous montre le panorama du degré de méridien mesuré au Pérou. En fait, vous voyez qu'il y a plein de points de mesure qui sont les numéros, de 1 à 17, là par ici. Et puis, il y a des lettres aussi. Donc tout ça, il y a une légende qui est ici. Si vous voulez la lire, vous pouvez vous approcher. En fait, tout ça pour dire que c'est compliqué. Et puis, ils ne sont pas forcément aidés non plus par les gens qui vivent sur place. C'est-à-dire que des fois, ils montent sur des... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mesurer des angles. Parce qu'on ne peut pas mesurer une distance comme ça facilement. Donc, ils vont procéder par triangulation. Donc, ils vont mesurer des angles. Ils vont mesurer une ligne de base, c'est-à-dire une distance entre deux points. Et puis, sur ces deux points-là, ils vont mesurer un angle avec un troisième point. Comme ça fait un triangle. Et comme ça, ils vont avancer de triangle en triangle. Mais pour faire ces triangles-là, pour faire ces mesures, il faut évidemment avoir des points remarquables. Donc, par exemple, ils vont monter sur une montagne, la montagne 6 ici. Ils vont mesurer la distance à la montagne 7. Et puis après, ils vont mesurer les angles de 6,7 à 6,8 et de 7,6 à 7,8. Donc, ils vont mettre tous leurs instruments de mesure sur la 6 pour mesurer la 7. Après, ils vont sur la 7 pour faire les mêmes mesures entre la 6 et la 8. Mais entre-temps, pour évidemment repérer où se trouve la 8, ils vont par exemple faire une construction avec du bois, avec des choses pour mettre bien en évidence où se trouve le sommet de la 8. Sauf que comme il y a des montagnes qui sont sacrées, ça ne plaît pas aux gens qui sont sur place. Donc pendant qu'ils ont le dos tourné, qu'ils sont partis sur la 7, eh bien, les gens arrivent et démontent ce qu'ils ont fait sur la 8. Voilà, donc du coup, ça... Sur le papier, c'est facile, mais en pratique, ça l'est beaucoup moins, et ça dure très longtemps, et en fait, ça dure tellement longtemps que ça dure plusieurs années, qu'à la fin, les deux chefs de l'équipe, Bouquet et La Condamine, ils ne s'entendent plus, donc ils décident tous les deux de partir de leur côté et de faire leurs propres mesures, et puis il y en a un qui devient fou, et puis il y en a un qui se marie, puis il y a plein d'histoires que je ne vais pas raconter ici, ça serait trop long, mais c'est une très belle histoire scientifique et humaine à la fois. Et donc, ils arrivent à la fin à faire une mesure. Et là, je vais vous montrer. Donc, regardez, souvenez-vous bien de ces sommets. Et là, je vous montre la triangulation qu'ils font. Donc, vous voyez, là, ici, il y a de nouveau le panorama qui est ici avec les différents sommets. Et là, vous voyez tous les triangles dont il faut qu'ils mesurent à chaque fois la ligne de base et les deux angles. Et comme ça, ils avancent petit à petit. Vous voyez, il y a le numéro des triangles. Donc là, 1, 2, 3, etc. Jusqu'au 28 ici. Et ça représente tout le degré de méridien au Pérou. Donc, évidemment... Maupertuis a fait la même chose en Laponie. Et le résultat qu'ils trouvent, eux, là-bas, ça c'est la coupe du terrain, la méridienne de Quito, le résultat qu'ils trouvent, c'est 56 735 toises. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux toises, ça fait à peu près 111 km. Et donc 111 km qui mesurent en 11 ans. Vous voyez qu'ils n'avancent pas très vite. C'est une dizaine de kilomètres par an. Bon. Donc 56 735 toises, ça c'est pour le Pérou. Je vais vous la faire plus courte parce qu'en Laponie ça se passe très bien. Vous savez pourquoi? C'est tout plat et tout blanc. Donc c'est très facile et puis en plus il y a moins de gens qui y vivaient, donc c'était vraiment super facile de faire Enfin super facile, j'exagère un peu. Ça restait compliqué parce qu'il fallait faire des mesures de distance et des mesures d'angle, mais c'était plus facile. Et donc le résultat des expéditions, il mesure la longueur de 1 degré de méridien. En Laponie, Maupertuis mesure 57 438 toises, et au Pérou, Bouguer et La Condamine reviennent avec deux valeurs indépendantes puisqu'ils se sont disputés.
qui reviennent indépendamment l'un de l'autre, mais leur valeur est cohérente entre les deux et mesure 56 735 toises. Vous voyez que c'est plus petit, le degré de méridien est plus petit au Pérou qu'en Laponie. Donc le degré de Laponie, il est en fait 1/100 de fois plus grand que le degré du Pérou. Donc le rayon de courbure locale est plus grand au pôle qu'à l'équateur. Et donc la Terre n'est pas sphérique, elle est aplatie au pôle. Et d'un facteur 1/300. Donc elle n'est pas très aplatie non plus. Donc qui avait raison entre la team Descartes et la team Newton? Vous avez compris, toujours Newton qui a raison à la fin. Newton avait bien imaginé cette rotation qui allait aplatir la Terre. Et alors, en fait, étrangement, ça n'a pas été accepté si facilement, ce résultat. Et d'ailleurs, surtout en France. Et il y a un texte, donc là, vous voyez le résultat, là, en 1744, on a le résultat. Évidemment, quand on n'a que la Laponie, ça ne suffit pas. Donc en 1744, on a le résultat. Et il y a un texte d'Alembert qui résume bien la situation et que vous allez écouter. Et puis lire aussi. Il y allait de l'honneur de la nation à ne pas laisser donner à la Terre une forme étrangère, une figure imaginée par un Anglais, Newton, ou un Hollandais, Huygens, à peu près comme on a cru longtemps l'honneur de la nation intéressée à défendre les tourbillons et la matière subtile, de Descartes, et à proscrire la gravitation newtonienne. Paris et l'Académie se divisèrent entre les deux partis. Alors oui, c'est intéressant parce que d'Alembert, donc il décrit l'état d'esprit de l'époque, et en fait les Français n'étaient pas très contents. Parce que qui avait raison, c'était Newton, pas Descartes, un Anglais. Et c'était un peu pareil pour les tourbillons de Descartes. Voilà. Donc du coup, ça a mis du temps, et vous voyez que ce texte-là, il date de 1756, donc ça a pris quand même une bonne décennie, pour que ce résultat commence à être accepté en France. Et alors, après, pour la petite histoire, il y avait Voltaire qui se délectait de ce combat des chefs, et Voltaire était plutôt partisan de ce que disait Newton. Mon cher aplatisseur de monde et de Cassini. Ça, c'est ce qu'écrit Voltaire à Maupertuis, donc en 1741. À ce moment-là, Voltaire aimait beaucoup Maupertuis. Il était fasciné par toutes ses expériences. Et donc, il était très content que Maupertuis ait trouvé que Newton avait raison et puis que Cassini avait tort. Sauf que, quelques années plus tard, la situation s'inverse un petit peu. Courrier de la physique, argonaute nouveau, qui franchissait les monts, qui traversait les eaux. Ramenez des climats soumis aux trois couronnes. Vos perches, vos secteurs, et surtout de la ponne. Vous avez confirmé dans des lieux pleins d'ennui ce que Newton connut sans sortir de chez lui. Les deux derniers vers, vous avez confirmé dans des lieux pleins d'ennui ce que Newton connut sans sortir de chez lui. C'est pas gentil pour Maupertuis. Et en effet, entre les deux, il y a une petite histoire de femme qui s'est... voilà. Donc, finalement, quelle est la forme de la Terre? La forme de la Terre, on le voit, elle est aplatie. Et en fait, la Terre n'est pas ronde car elle tourne. Et la Terre est ce qu'on appelle un ellipsoïde de révolution. En fait, à sa formation, elle était évidemment beaucoup plus malléable. Et donc, elle a pris elle a pris une forme due à sa rotation. Donc cette ellipsoïde de révolution est définie par le rapport entre le rayon au pôle et le rayon à l'équateur. Mais l'aplatissement, on l'a vu, il est de 1/300, c'est-à-dire 0,3%. Ça veut dire que la différence entre le rayon moyen à l'équateur et le rayon moyen au pôle, il est de 21 km. Or la Terre, elle fait à peu près 6400 km de rayon. Donc vous voyez que c'est tout petit. C'est quand même, elle est très ronde. Mais c'est un ellipsoïde de révolution. On peut aller plus loin, on peut mesurer le champ de gravitation par satellite, et là on va mesurer ce qu'on appelle le géoïde terrestre. Donc là vous voyez, ça c'est, on imagine là, en pointillé la sphère parfaite. L'ellipsoïde de révolution, c'est la surface qu'on voit là en trait plein, et vous avez le géoïde qui est là, qui en fait définit le champ de gravitation moyen, et en fait les variations sont assez petites,
puisqu'elles sont de l'ordre de la centaine de mètres. Donc là, vous voyez par exemple le géoïde qui est en vert, eh bien, des fois il passe au-dessus de l'océan, parfois en dessous, et pareil pour les montagnes, des fois en dessous des montagnes ici. Donc vous avez la surface topographique qui ne correspond pas exactement au géoïde. Et si vous regardez, donc les variations sont de plus ou moins 100 mètres, je vais vous le prouver. Ça, c'est les variations justement en mètres du géoïde terrestre. Et donc vous voyez qu'il y a en rouge, c'est au-dessus de la surface d'à peu près 100 mètres, et en bleu, c'est en dessous d'à peu près 100 mètres. Et donc là, comme ça, c'est un petit peu difficile à voir. En plus, ce géoïde, il varie, c'est-à-dire que les altitudes et les creux et les bosses, en fait, varient dans le temps. Mais alors, du coup, je vais vous le montrer en augmentant un petit peu la taille. Donc ça, c'est à peu près la forme de la Terre, hein, si on veut, qui est très ronde. Donc je vous dis, les variations sont de plus ou moins 100 mètres, donc 0,001%. Donc je vais augmenter d'un facteur 10 000 pour vous montrer la vraie forme de la Terre, mais augmentée, évidemment. La voici. Ça, c'est le géoïde terrestre mesuré par champ de pesanteur avec des satellites qui nous donnent la vraie forme. Donc, vous voyez, les bleus, c'est les creux, et les rouges, c'est les bosses. Et donc, cette carte-là a été faite par des mesures de champ de gravitation, où vous avez le géoïde qui est ici en vert, et vous voyez, donc, il ne correspond pas à l'ellipsoïde de révolution, qui est, lui, en trait pointillé. Donc c'est une mesure un peu compliquée, mais du coup ça permet de ne plus faire de triangulation, de ne plus mesurer de triangles comme l'avaient fait Maupertuis, Bouguer, Lacondamine, etc. Voilà, j'en ai fini avec la Terre. Donc je vais maintenant me projeter dans le système solaire. Le système solaire. Le système solaire, à sa formation, il était constitué de plein de petits corps, des poussières, des corps, des petits grumeaux qui se sont ensuite qui sont entrés en collision pour former des patatoïdes. C'est là qu'il y a eu plein de collisions qui se produisaient au moment de la formation du système solaire, donc qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Et puis en quelques millions d'années se sont formées les planètes telles que la Terre, que j'ai représenté ici, Jupiter. Alors, évidemment, là, le diagramme n'est pas du tout à l'échelle. Jupiter est 10 fois plus grand que la Terre. Et Jupiter est beaucoup plus loin que la Terre du Soleil. Donc voilà, vous avez la formation de tous ces corps-là qui vont prendre des corps différents. Alors les planètes sont quand même plutôt rondes, hein, comme vous le voyez, mais cela dit, il y a aussi des petits corps qui, eux, vont avoir des formes différentes. Donc là, vous avez un diagramme qui est encore moins à l'échelle, surtout en distance. Donc là, vous avez le Soleil, ensuite Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ça, c'est les 8 planètes. 4 petites planètes, 4 planètes géantes. C'est bien symétrique. Là-dedans, vous avez la ceinture d'astéroïdes. Vous avez aussi des planètes naines, dont je vais vous en montrer certaines. Donc ça, c'est les planètes se sont formées dans le système solaire avec différents processus de formation, de collision, d'impact, etc. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc on est passé tout à l'heure des grumeaux aux patatoïdes, après on arrive aux planétoïdes. Là, je vous montre un exemple d'un très beau satellite, qui est un satellite de Saturne. Et vous voyez ici ce satellite avec autour les anneaux de Saturne. Si vous faites un petit zoom là-dessus, ça c'est une image prise par Cassini, vous voyez le satellite avec une sorte de bourrelet autour. Donc c'est un satellite à bourrelet. Et ce bourrelet, en fait, il est créé, donc là c'est une vue d'artiste de ce satellite-là, il s'appelle Pan, le satellite. Ce bourrelet est créé par les frottements lorsqu'il tourne autour de Saturne sur les anneaux. Et c'est un satellite berger, c'est-à-dire que c'est un satellite qui va déterminer une frontière des anneaux de Saturne. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à avoir honte de ces bourrelets, puisqu'il y en a même dans le système solaire. Il y a d'autres objets au système solaire qui ont des formes bizarres. Vous avez peut-être entendu parler, parce que ça a fait beaucoup de bruit, d'un astéroïde qui s'appelle Oumuamua, un astéroïde qui a traversé le système solaire. Et certains ont même dit que peut-être ça aurait une origine extraterrestre, parce qu'il avait une forme un peu allongée, comme une forme de cigare.
et qu'on n'avait jamais vu ça dans le système solaire. Alors d'abord, il faut dire que le moment où on a pu l'observer était quand même assez court, puisqu'il traversait le système solaire, puis après il partait ailleurs. Et donc on n'a pas beaucoup d'images. En effet, il a l'air d'avoir une forme allongée, mais ce n'est pas pour ça que c'est forcément artificiel. Et malheureusement, on ne pourra plus l'étudier, parce que maintenant il parcourt, il est sur sa trajectoire, il va ailleurs, et on ne le verra probablement plus jamais. Il y a aussi des satellites, encore un satellite de Saturne, qui s'appelle MIMAS, qui ont des formes rondes, parce qu'ils sont gros. En fait, plus vous êtes gros, plus vous êtes rond. Je parle pour les corps dans le système solaire. Et là, vous en avez un que Roland Lehoucq aime bien, puisque c'est celui qui, on imagine, a pu intriguer les producteurs de Star Wars, donc il ressemble beaucoup à l'étoile noire. Donc en fait, MIMAS s'est juste pris un astéroïde dans la tête, ce qui a provoqué ce gros cratère. Alors là, vous avez quelques formes dans le système solaire. Le système solaire, c'est bien, mais en fait, moi, je préfère la Terre. Donc je reviens à la Terre. La Terre, elle a une particularité, vous avez remarqué, c'est qu'il y a une atmosphère. Et dans cette atmosphère, eh bien, il y a parfois quelques ouragans. Donc là, vous en avez 3 qui se suivent. Katia, Irma et José. 3 ouragans, voilà, qui se suivent dans l'atmosphère de la Terre. Et regardez sur Vénus. Donc Vénus, deuxième planète du système solaire. On observe aussi des ouragans sur la surface de Vénus. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des vents qui sont forts à la surface de Vénus. Après, Vénus, c'est une planète un peu pas très agréable. Hein. C'est la planète de l'amour, mais c'est un amour un peu sulfureux, avec 450 degrés à la surface, 90 fois la pression atmosphérique, des pluies d'acide sulfurique. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'y aller. Mais on va continuer. Regardez, finalement, je reviens dans le système solaire. Les planètes géantes, telles que Jupiter, il y a un ouragan, là, qui, on le sait, est là depuis au moins 400 ans, puisque Galilée le voyait. Et regardez, cet ouragan, il a la taille de la Terre. La Terre, c'est 1/10 de la taille de Jupiter. Cet ouragan a la taille de la Terre. C'est pas mal. Il n'y en a pas qu'un. Si vous regardez sur le pôle nord de Jupiter, il y a plein d'ouragans qui ont à peu près la taille de la Terre. Alors après, vous me direz, c'est une planète géante gazeuse. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si Jupiter a un noyau en son cœur. Donc il est possible que ce soit que du gaz jusqu'en bas. Après, c'est du gaz à une pression évidemment très très forte. Et donc avec des ouragans qui ne sont pas arrêtés par les continents comme sur Terre, et donc qui peuvent grandir comme ils veulent, et qui peuvent rester pendant très longtemps, pendant plus de 400 ans, comme la grande tache rouge de Jupiter. Alors ça, les ouragans ne sont pas donc l'unique particularité de la Terre, de Vénus ou de Jupiter. On en trouve aussi sur Saturne. Regardez le pôle nord de Saturne, il y a un ouragan fabuleux qui, je pense, intrigue et aussi fait s'arracher les cheveux de beaucoup de météorologues. Regardez ici, et là je vous le montre en petit film, vous voyez un ouragan hexagonal. Un ouragan hexagonal sur le pôle nord de Saturne. Alors, l'origine est encore très débattue. Une possibilité serait qu'un ouragan se forme. Donc là, l'ouragan, il est quand même gros. Hein. L'ouragan se forme, il n'est pas arrêté par les continents, et puis il y a des jets de courant à une température différente qui doivent venir de l'équateur, probablement un courant vertical, qui interagirait avec cet ouragan et qui donnerait cette forme hexagonale. Les météorologues de l'espace ne sont pas complètement d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas un expert là-dessus, mais en tout cas, c'est une forme qu'on ne voit pas sur Terre, probablement parce qu'on est limité par les continents, par tout ça, qui va empêcher de former des ouragans aussi gros et de cette forme-là. Alors, puisqu'on en est sur Saturne, vous savez que Saturne, elle a autour d'elle de très jolis anneaux qui ont été vus par Galilée, mais qui voyaient plutôt des oreilles ou des choses qu'il n'arrivait pas très bien à définir ce que c'était, cette chose qu'on voyait autour de Saturne. Là, vous avez des dessins donc, de Galilée, ensuite de Riccioli, et les anneaux ont vraiment été vus comme anneaux par Huygens. Encore lui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc c'est à peu près une bonne quarantaine d'années après la découverte de ces oreilles par Galilée.
Alors les anneaux, ils ont c'est assez étonnant comme objet dans le système solaire. Là, je vais vous montrer une image où vous avez les anneaux qui sont... enfin, c'est une photo, c'est pas une image, c'est pas une vue d'artiste, c'est une photo prise par Cassini. Où vous avez le soleil qui éclaire, mais carrément dans le plan des anneaux. D'accord ? Et donc là, vous voyez comme des pics qui partent de la surface, un petit peu comme ce que vous pouvez voir, si vous voulez, sur une pente neigeuse, quand vous avez des monticules qui projettent une ombre derrière. Donc là, vous avez les anneaux. Vous voyez, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être une piste de ski bien damée. Donc c'est en fait de la poussière, beaucoup de glace, et donc de la glace d'eau, et aussi de la poussière. Il y a beaucoup de molécules organiques, il y a beaucoup de schnops, comme dans le village. Et avec une particularité quand même, c'est que l'épaisseur de l'anneau, c'est une dizaine de mètres, maximum, sur une taille de 150 000 km. Donc évidemment, il y a Saturne au milieu, mais en gros, la taille des anneaux, c'est 150 000 km. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport 10-8 entre les deux. C'est comme si, vous connaissez les vinyles? Alors avant, on pouvait dire, oui, les vieux connaissent, enfin les jeunes plutôt connaissent pas les vinyles, parce que maintenant ça revient à la mode. En fait, les jeunes connaissent plus les vinyles que les vieux. Les disques vinyles là, qui font à peu près les 33 tours, qui font 30 cm, ben, c'est comme si votre vinyle, il avait une épaisseur de 20 nanomètres. C'est un objet qui est extraordinaire, puisque c'est vraiment l'objet le plus plat du système solaire, enfin, avec un rapport entre l'épaisseur et la taille qui est le plus extrême. Donc ceux qui ont été à la conférence de Sébastien Charnoz ont bien compris hier que l'origine des anneaux était encore débattue, et en particulier que probablement il y a une possibilité, c'est qu'un astéroïde soit arrivé près et une partie se soit désintégrée et formé ces anneaux. On ne sait pas quand ça s'est produit, si c'était après la formation de Saturne ou si c'était plus récent, une centaine de millions d'années. Les données Cassini en particulier ne sont pas concluantes, mais en tout cas c'est un objet extraordinaire qui est encore l'objet d'études actuellement. Et alors là vous avez ici une photo qui est assez fabuleuse. Vous voyez les anneaux, pareil, prises par Cassini, les anneaux avec le soleil qui est derrière. Et donc non seulement vous voyez Saturne avec le soleil qui l'éclaire par derrière, les anneaux autour, et puis vous voyez aussi quelques planètes, vous avez Mars, Vénus, la Terre et la Lune ici, et puis vous avez même Mimas, l'étoile noire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors les anneaux ne sont pas l'apanage de Saturne, il y en a qui sont autour de toutes les planètes géantes, donc là vous avez ceux de Saturne, vous avez Uranus, Jupiter, Neptune. Et alors, bon, quand même, Saturne, c'est ceux qui sont les plus beaux. Et vous voyez en particulier ici, j'aime beaucoup cette image parce que vous avez ici l'ombre des anneaux sur la planète et ici l'ombre de la planète sur les anneaux. Donc, le Soleil qui est par là-bas. Vous voyez les anneaux de Jupiter et d'Uranus sont plus ténus. Et alors ceux de Neptune, ils ont encore une particularité qui est assez étonnante, c'est que ce sont même... Pardon, j'ai été trop vite. Ce sont même plutôt des arcs qu'on voit autour de... J'y arrive. Ce sont des arcs qu'on voit autour de Neptune. Voilà, ici. Donc là, il faut arriver à comprendre d'un point de vue gravitationnel comment on arrive à rester stable en formant des arcs et non pas des anneaux autour de la planète. Donc c'est encore un problème qui est à l'étude actuellement et qui est assez complexe. Eh bien, en fait, on n'en voit pas seulement sur les planètes géantes, on a même détecté des anneaux sur des planètes naines. Donc là, c'est une planète naine qui, voilà les dimensions, hein, c'est une planète qui n'est pas très ronde, hein, 2300 par 1700 par 1000 km. Et vous voyez des anneaux, alors ça c'est une vue d'artiste évidemment, mais les anneaux ont été détectés par des méthodes d'occultation, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui passent derrière, et l'étoile disparaît quand elle passe derrière un anneau, puis après disparaît complètement quand elle passe derrière la planète naine, et puis après redisparaît quand elle passe derrière un anneau. Et donc comme ça, on arrive à détecter qu'il y a des anneaux autour de ces planètes naines. Alors les comètes. Ça c'est la comète Churyumov-Gerasimenko, donc découverte par les deux Ukrainiens. Chury, ça va être plus rapide, vue depuis la Terre. Et là, vous avez la comète, oui, vue
depuis Rosetta, qui était la mission européenne qui est allée à côté. Et voilà, regardez, donc vous avez une forme qui est, donc c'est à peu près 4 km ici, et en fait, c'est une comète qui a 2 noyaux. Alors l'un des résultats de Rosetta, c'est qu'on a compris que une comète, ce n'était pas une boule de neige sale, comme on pensait auparavant, mais que c'est plutôt une boule de poussière glacée. Ça change tout. Et surtout, eh bien, quand vous regardez, ça c'est avec des vues qui sont... on pose beaucoup sur la comète, ce qui fait qu'on va faire ressortir tous les détails qui se trouvent autour. Et là, vous voyez qu'il y a des jets. Et en particulier des jets du cou, là. On a l'impression que c'est un canard un petit peu. Donc là, le cou. Vous voyez qu'il y a des jets qui partent. Et en fait, ces jets-là, c'est de la glace d'eau qui est gelée sous le sol, qui se fait chauffer par le soleil, qui entre en ébullition, qui se sublime et qui part dans l'espace. Et donc vous voyez qu'on a du dégazage de la comète, comme ça, dès que le soleil chauffe. Et en fait, c'est comme ça que la comète va perdre pas mal de matière. Et ce qu'on a compris aussi, et vous voyez sur certaines images encore plus que sur d'autres, c'est que pour former une comète comme ça, on est obligé de faire entrer en collision 2 corps, mais en collision lente. Parce que sinon, ça se détruit complètement. Donc il faut que ce soit une collision à faible vitesse. Et en fait, ça va coller les 2 noyaux. Les 2 noyaux sont collés l'un à l'autre. Un peu comme si vous prenez 2 boules de neige, puis vous les collez délicatement. Voilà, puis après, vous les faites chauffer, et vous voyez que ça dégaze. C'est exactement pareil. En fait, la comète est très poreuse, il y a beaucoup de glace d'eau, et c'est ça qui va faire ce dégazage-là. Je vais sortir du système solaire. Avant de sortir, je fais un petit coucou à la planète Pluton. Ça, c'est une image de New Horizons, où vous voyez ce beau glacier d'azote en forme de cœur. Donc ça, c'était l'image acquise par la sonde New Horizons juste avant qu'elle file vers les confins du système solaire, avec même l'atmosphère très ténue de Pluton. Donc là, Pluton, planète naine, qui n'est plus une planète, mais qui est quand même assez grosse pour être toute ronde. Et donc, c'est ma transition pour sortir du système solaire. Et maintenant, je vais aller dans le domaine des étoiles. Et pour aller dans le domaine des étoiles, je vais commencer évidemment par la nôtre, par le Soleil. Donc là, vous avez une image, un dessin plutôt, fait par Galilée, des taches sur le Soleil. Et en fait, Galilée en a fait plusieurs, des dessins comme ça. Et mis bout à bout, vous voyez les taches solaires qui montrent la rotation du Soleil. Donc comme cela, Galilée a pu montrer que le Soleil tournait en à peu près 29 jours sur lui-même. Et en fait, elle tourne suivant toujours la même direction. Mais ce qu'on peut remarquer quand on suit le mouvement de ces taches, c'est qu'à l'équateur, les taches tournent plus vite que lorsque vous êtes vers les pôles. Avec une différence qui est quand même notable, puisque c'est 25 jours à l'équateur et plutôt 35 jours quand on est vers les pôles. Et si vous faites ces dessins-là régulièrement pendant quelques temps, eh bien vous allez obtenir ce qu'on appelle un diagramme en papillon. Vous avez des taches solaires qui apparaissent à un moment donné, plutôt vers les pôles, et puis qui peu à peu vont descendre vers l'équateur. Et en fait, vous les voyez apparaître vers les pôles, puis peu à peu, vous les voyez plutôt apparaître vers l'équateur. Et ensuite, vous n'avez plus rien, et après, vous avez de nouveau des taches qui apparaissent vers les pôles, et puis vers l'équateur. Donc ce diagramme en forme de papillon, c'est le diagramme fait avec le dessin des taches solaires. Mais comment l'explique-t-on? Et vous savez peut-être qu'il y a un cycle solaire, c'est-à-dire un cycle d'activité, et tous les 11 ans, il y a plus de tâches. D'ailleurs, vous le voyez ici. Là, il y a plein de tâches, là, il y a moins de tâches. Là, il y a plein de tâches, là, il y a moins de tâches. Etc. Tout ça, ce cycle, c'est 11 ans. Et en fait, on l'explique par la forme des lignes de champ magnétique dans le Soleil. Là, vous avez le Soleil, là, vous avez les lignes de champ qui vont du sud au nord. Et le Soleil, évidemment, c'est un corps gazeux. Il n'y a pas de surface solide sur le Soleil. Donc, c'est juste du gaz qui va tourner comme ça. D'ailleurs, il a une certaine rotation qui lui permet de ne pas s'effondrer, sinon il s'effondrerait sur lui-même, donc il faut qu'il tourne quand même un petit peu. Et ces lignes de champ sont créées par la matière qu'il y a dans le Soleil. Donc si vous faites tourner la matière, ça va entraîner les lignes de champ. Donc les lignes de champ, en fait, sont entraînées, là elles sont, vous voyez, complètement verticales, et là elles commencent à se déformer, et puis à un moment donné, au bout de plusieurs rotations, elles vont devenir, du moins à l'équateur, complètement horizontales. Donc elles sont passées de verticales à horizontales.
Et pendant 11 ans, le Soleil tournant à peu près en un mois sur lui-même, il y a à peu près 130 rotations qui se produisent. Et donc au bout de 130 rotations, les lignes de champ deviennent quasiment toutes horizontales, et il y a des reconnexions magnétiques qui font que le pôle nord qui était au-dessus va se retrouver en dessous, et inversement. Donc ça, c'est un cas d'école qui explique le diagramme en papillon, la forme de papillon des taches solaires. Alors là, vous voyez, c'est dessiné comme ça, et c'est très bien dessiné, on a l'impression que tout est clair. Maintenant, si je vous montre une simulation des lignes de champ magnétiques à l'intérieur du Soleil, vous allez voir que c'est un petit peu moins joli. Enfin, c'est super joli, mais c'est un peu plus compliqué. Et du coup, pendant 11 ans, vous avez une polarité nord-sud, et pendant 11 ans suivants, vous avez une polarité sud-nord. Et ensuite, vous avez encore nord-sud. C'est pour ça qu'on dit parfois que le cycle solaire il est de 22 ans et non pas de 11, puisque ça fait 2 fois 11 pour retrouver la même polarité nord-sud. Bon, je vous ai montré les dessins de Galilée, on a un petit peu mieux maintenant. En particulier, on a ce satellite qui s'appelle SDO, Solar Dynamics Observatory, qui observe en ultraviolet et un petit peu en rayons X. Et donc là, vous voyez le Soleil en rayons X. Donc le rayon X, en rayons X, on observe surtout ce qui est à quelques millions de degrés. Donc là, vous voyez surtout la couronne solaire, qui est un plasma à quelques millions de degrés. Et vous voyez que tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est froid. Vous voyez, le Soleil, la surface est à moins de 6000 degrés, donc elle n'émet pas beaucoup dans les rayons X. Et en fait, vous voyez aussi toutes les zones d'activité, d'éruption, taches solaires, qui vont justement alimenter d'ailleurs la couronne solaire. Et vous voyez même parfois les dipôles magnétiques qui sont sur la surface du Soleil. Donc c'est voilà, là il y a 3 mois de la vie du Soleil que vous pouvez voir défiler ici. Et il y a plein d'images sur Internet que vous pouvez retrouver. Le Soleil est vraiment quelque chose de fabuleux à regarder sur Internet, ou en vrai aussi d'ailleurs, pas évidemment à l'œil nu, mais dans une lunette solaire. C'est quelque chose qui est assez émouvant. Donc évidemment, plus les étoiles tournent vite sur elles-mêmes, plus elles s'aplatissent au pôle, comme la Terre, mais pour les étoiles, c'est encore plus visible puisque c'est un corps gazeux, c'est pas solide. Donc du coup, c'est pour ça que le Soleil, il peut tourner plus vite à l'équateur qu'au pôle, sans se déformer complètement, c'est parce que c'est un corps gazeux. Si la Terre faisait ça, évidemment, elle serait complètement cassée en 1000 morceaux. Alors là, le Soleil, que vous connaissez bien. Alors maintenant, on va se poser 2 questions. La première, c'est comment les étoiles se forment. Comment les étoiles se forment, là, je vous montre un petit schéma explicatif. Vous allez partir d'un nuage sombre avec un cœur dense. Donc là, c'est un nuage qu'on appelle une nébuleuse interstellaire avec une densité qui est de 10 à une centaine de particules par centimètre cube, ce n'est pas énorme. Puis à un moment donné, suite à une instabilité, qui peut être une instabilité d'onde de gravité, par exemple, dans la galaxie, avec un passage de bras spiral, par exemple, eh bien, vous allez avoir un effondrement. Ça peut être une supernova qui s'est passée plus loin et qui va faire une instabilité. Vous avez un effondrement gravitationnel, donc ça va faire s'effondrer de la matière. Cette matière-là va s'accumuler, la température va augmenter, la pression augmente, la densité augmente, etc. Et puis à un moment donné, vous avez un effondrement et de la matière qui va se mettre à être très dense, à beaucoup chauffer. Et vous allez avoir de la matière qui va se mettre à tourner, qui va former en fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion, qui va permettre d'alimenter ce qui se trouve au cœur. Donc ça, c'est la proto-étoile en fait. Et il y a même de la matière qui va être éjectée par des éjections ici perpendiculaires au disque d'accrétion. Donc là, vous avez l'étoile, un disque protoplanétaire. Et puis après, vous allez petit à petit, quand l'étoile va démarrer, c'est-à-dire quand les réactions thermonucléaires au cœur vont se former, l'accrétion va s'arrêter au bout d'un certain temps, et puis vous avez ces disques planétaires avec les planètes qui vont se former, puis après vous avez un système planétaire comme le système solaire. Vous allez me dire, c'est très joli tout ça, mais c'est de la théorie, et en fait on ne l'a jamais observé. Eh bien non. Vous auriez tort de vous dire ça. Puisque, voilà, ça c'est les nuages interstellaires. Alors là, je vous montre une image où en fait on a autour, là c'est de l'infrarouge. Je vous dis, c'est un cœur dense. Donc en fait, ces nébuleuses-là, le cœur des nébuleuses, on ne les voit pas bien. Donc là, on observe en infrarouge, ce qui permet de percer déjà un petit peu à l'intérieur. Et puis après, on observe en rayons X. Et là, ce que vous voyez, le carré ici, là, il vous permet de percer à l'intérieur et de voir une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire des étoiles qui sont en train de naître.
Alors quand se produit l'effondrement, on commence à voir des choses comme ça. Alors ça, c'est une image du Hubble Space Telescope. Vous voyez ici des étoiles qui sont en train de naître. Au bout des doigts là, que vous voyez, enfin, cette image-là, on a appelé les doigts de Dieu ou les piliers de la création. Des termes un peu pompeux comme ça. En fait, toute la matière qui était autour a été évacuée, repoussée par des étoiles qui sont déjà nées, qui sont massives et qui émettent plein de photons UV, qui ont poussé, qui ont fait le vide autour d'elles. Donc il n'y a plus de matière. Tout ce qui n'était pas dense est parti. Ce qui reste, c'est ce qui est dense. Donc en fait, là, on a des cœurs denses d'étoiles qui sont en train de se former. Et quand une étoile naît, ça ne s'entend pas, mais ça se voit. Voilà une étoile qui naît ici. Là, vous voyez, vous avez le même cœur ici, c'est la même chose que ça, là, sauf que là, il y a une étoile qui vient de naître. Et là, vous voyez l'étoile qui est en train d'accréter de la matière avec son disque d'accrétion, et vous voyez les jets qui sont perpendiculaires. Là. Alors, je ne vais pas vous décrire le mécanisme, c'est un mécanisme de magnéto-hydrodynamique un petit peu complexe, mais vous avez ici l'étoile en train de se faire alimenter en matière par un disque d'accrétion qui prend du coup dans la nébuleuse qui est tout autour, et avec des jets qui partent, et vous voyez même une collision entre les jets et le milieu interstellaire. Et si vous voulez regarder ce qui se passe ici, eh bien, il suffit de demander. Voilà, ici vous avez l'étoile qui est en train de naître, vous avez le disque d'accrétion qui est très très dense ici, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, qu'il est obscur. Là vous avez le disque d'accrétion, et là vous avez les jets qui partent perpendiculairement à ce disque d'accrétion. Donc là vous avez vraiment une étoile qui est en train de s'alimenter en matière, c'est-à-dire qu'elle est en train de grossir en matière. Ce qui lui permet de grossir, c'est ce disque d'accrétion, et ce qui lui permet d'acquérir encore plus de matière, c'est d'évacuer du moment cinétique, et elle l'évacue avec ces jets ici. Donc quand vous voyez ça, vous savez qu'il y a une étoile qui est en train de naître. Et ensuite, quand elle aura évacué toute la matière qui est autour et qu'on pourra un petit peu la voir mieux, eh bien on va voir ici des anneaux de matière autour de cette étoile, et dans ces anneaux, évidemment, vous voyez des trous, et dans ces trous, il y a des planètes qui sont en train de se former, qui font le ménage, et qui sont en train d'accréter de la matière, et donc qui sont en train de grossir. Un processus qui prend quelques millions d'années. Et puis finalement, vous allez avoir un système planétaire qui va se former, comme le système planétaire du Soleil, il y a 4,55 milliards d'années. Donc évidemment, toutes ces images sont des images qu'on prend actuellement. Donc là, je vous dis, ça c'est Chandra et HST, donc en rayons X dans le visible. Ça, c'est une image du HST. Ça aussi. Et ensuite, vous avez des images avec ALMA. Donc ALMA, c'est l'Atacama Large Millimeter Array, donc c'est en submillimétrique. Et ça permet de voir des objets qui sont beaucoup plus froids, qui sont à quelques dizaines de Kelvin au-dessus du zéro absolu. À la fin de leur vie, les étoiles meurent. Elles vont former une nébuleuse planétaire, toute ronde, comme le Soleil. Ça, c'est à peu près ce qui arrivera au Soleil dans 5 milliards d'années. Ou alors, s'il y a un système binaire, c'est-à-dire s'il y a deux étoiles qui sont l'une autour de l'autre, il y en a une qui va éjecter de la matière, et ça va faire une belle forme comme ça, un petit peu plus compliquée. Donc évidemment, ce n'est pas ce qui arrivera au Soleil, puisque le Soleil, lui, il est tout seul. Et pour une étoile encore plus massive, ça va donner des objets qui sont comme ça. Donc là, en fait, il n'y a pas de musique dans l'espace. Voilà, ça c'est la nébuleuse du crabe, le premier objet du catalogue Messier, et qui va former cette nébuleuse, c'est vraiment une supernova que vous allez voir apparaître dans toute sa splendeur. C'est évidemment, ça c'est une simulation, c'est celle qui a explosé, qu'on a vu dans le ciel en 1054. Et en fait, aujourd'hui, voilà ce qu'on observe. Ça c'est un composite de HST avec le Chandra. Donc vous voyez en rayons X ici, vous voyez comme une toupie qui tourne au milieu. Alors les étoiles, quand vous en avez deux qui sont devenues des trous noirs, eh bien elles se tournent autour et elles vont déformer l'espace-temps. Donc là vous avez deux gros trous noirs qui font 36 et 29 masses solaires et qui vont fusionner pour donner un gros trou noir de 62 masses solaires. Et donc 36 plus 29, ça fait 65, donc vous perdez 3 masses solaires dans l'histoire. Et ces 3 masses solaires, elles vont déformer l'espace-temps, et c'est ce que vous allez voir ici dans la... Voilà, l'espace-temps s'est déformé, et cette déformation, après, on peut l'entendre, on peut même l'entendre.
Et on peut même la détecter avec les détecteurs qu'on a actuellement, avec une déformation de l'espace qui est de la taille d'un atome sur la distance Terre-Soleil, la taille d'un noyau atomique sur le diamètre de la Terre, ou de moins de 1 millième de la taille du proton sur un bras de 4 km. On observe aussi des fusions d'étoiles à neutrons qui vont aussi déformer l'espace-temps. Bon, là, évidemment, ce sont des vues d'artistes. Hein. Et à ce moment-là, donc, on a un signal gravitationnel qui est lié à un signal électromagnétique. Bon, je passe rapidement aux galaxies. J'arrive bientôt à l'univers. Notre galaxie, dessinée par Galilée, qui est le premier à avoir montré que cette Voie lactée qu'on voyait dans le ciel, en pointant sa lunette, il a montré qu'on voyait des étoiles. Ça, c'est un dessin fait par Herschel. Ça, c'est une vue de la Voie lactée telle que vous pouvez la voir depuis la ferme des étoiles, presque. Là, vous avez le centre de la galaxie. Et là, je vous montre une image de l'intérieur de la Voie lactée vue par un satellite astrométrique qui s'appelle Gaia, qui a déterminé, donc là vous avez toutes les étoiles, il détermine la distance des étoiles, le mouvement propre des étoiles, et donc on sait aujourd'hui que notre galaxie c'est une grande spirale barrée, le Soleil est ici, vous avez une barre ici, un grand disque aplati constitué de gaz et d'étoiles, et en fait pas si aplati que ça, puisque regardez sa tête, ça c'est un résultat récent de Gaia qui montre qu'en fait le disque galactique est gauchi, warpé on dit en anglais. Et donc vous voyez que ce n'est pas un disque plat comme ça comme on dessine souvent, mais c'est un disque qui est un petit peu gauchi, comme si vous mettiez un vinyle, les jeunes comprendront, au soleil. Alors, il y a eu un débat à un moment donné, est-ce que notre galaxie était tout l'univers, ou est-ce que c'était qu'une parmi l'univers et qu'il y avait plein d'autres galaxies, et ça a été tranché par Hubble avec la détermination de la distance de la galaxie Andromède que vous voyez ici, qui se trouve à 2,2 millions d'années-lumière. Et donc, si je regarde les autres galaxies, elles ont toutes des formes différentes, qui sont le résultat de collisions, d'impacts à plus ou moins grande vitesse, et aussi de différentes masses de ces galaxies, et donc des grosses, des petites, certaines qui ont la forme de disques, de ballons, elliptiques, irrégulières. Et dans quelques milliards d'années, pour ceux qui seront encore là, vous aurez la chance de voir une collision entre la Voie lactée et Andromède. Donc là, je vais vous montrer une petite simulation qui vous montre cette collision. Donc là, vous avez la Voie lactée. Donc vous voyez le temps ici, donc là, c'est ce qui se passera dans tant d'années, hein, c'est en milliards d'années. Vous avez Andromède qui est là, avec la galaxie du triangle. Et là, vous allez voir ce qui va leur arriver. Elles vont se rentrer dedans. Et évidemment, elles vont s'échanger de la matière. Et en fait, ça va rajeunir la Voie lactée. Alors, il ne va pas nous arriver grand-chose à nous, puisqu'en fait, les galaxies sont faites de beaucoup de vide. Par contre, cet échange de matière va permettre d'apporter plus de gaz, plus d'étoiles, et du coup de rajeunir notre galaxie qui en avait bien besoin, puisqu'elle a un petit coup de vieux quand même depuis son âge d'à peu près 12 milliards d'années. Donc voilà, vous avez cet échange de matière. Évidemment, elle a déjà eu dans son histoire plein d'échanges de matière comme ça avec d'autres galaxies. Hein. Donc une galaxie ne reste pas isolée comme ça pendant toute sa vie. On voit même des collisions entre galaxies qui ont eu lieu il y a longtemps. Par exemple, ici, vous voyez deux quasars lointains avec des jets, et vous voyez qu'ils sont en train de se tourner autour, ce qui fait que ça déforme ces jets-là. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer une image du James Webb Space Telescope, qui est le quintet de Stéphane. Donc, en fait, c'est 4 galaxies qui sont en interaction. Celle-là, elle est en avant-plan. Mais donc, vous voyez que les galaxies se rendent de temps, se déforment. Et si vous avez une belle galaxie spirale qui va rentrer en collision avec une autre galaxie spirale, ça peut former une galaxie complètement irrégulière. Bon, j'en arrive à l'univers. J'ai plus que 5 minutes pour tout l'univers. Voilà une image de notre univers local et avec un codage couleur qui est en fonction de la distance. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que on voit des filaments dans notre univers. C'est-à-dire que les galaxies sont reliées par des filaments entre elles. Alors, on sait aujourd'hui que tout ça, c'est évidemment mobile. Nous-mêmes, donc on est ici, hein, et on est en train de se diriger, non pas vers le grand attracteur, mais plutôt l'attracteur de Chapley, par là, et on s'en dirige à la vitesse de 600 km par seconde, donc ça va assez vite. Et je vous ai dit, donc, on est dans des grands filaments comme ça, donc là vous voyez des filaments de matière, donc il y a des amas de galaxies qui sont reliés à d'autres amas par des filaments avec des bulles à l'intérieur. Et si maintenant j'utilise un satellite qui s'appelle Planck, qui a observé toute la galaxie, vous voyez ici notre galaxie, la Voie lactée,
mais cette fois-ci, elle nous gêne. Donc on l'enlève. Là, vous voyez le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire l'émission des photons qui se sont libérés à peu près 380 000 ans après le Big Bang et qui ont commencé à parcourir tout l'univers et qu'on peut encore voir actuellement. Et bien à partir de là, on peut mesurer, à partir de cette mesure-là, on peut en déduire la forme de notre univers, et c'est là que le suspense va bientôt s'arrêter. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on mesure un angle ici sur surface 2D, on est à 180 degrés pour la somme des trois angles. En 3D, on est à une somme qui peut être supérieure. Et bien en fait, quand on mesure les angles sur l'image que je viens de vous montrer, on a la somme des angles fait à peu près 190. C'est-à-dire qu'on a une courbure nulle. L'univers est euclidien, il est plat. Bon, il est à la fois fini et illimité, ce qui moi me rassure. Je trouve ça pas mal. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé depuis 13,8 milliards d'années à aujourd'hui, ben voilà, vous savez qu'il y a eu le Big Bang, vous savez que la forme de l'univers a changé, aujourd'hui il est en expansion accélérée, et qu'est-ce qui va passer dans le futur pour la forme de notre univers? Ben, on n'est pas encore complètement sûr, hein. Soit on va vers un Big Freeze, c'est-à-dire que tout se gèle petit à petit, soit ça veut dire qu'à la fin on n'aura plus de collision de galaxies, donc on n'aura plus d'étoiles qui vont se former, on n'aura plus qu'une grande multitude de naines blanches, d'étoiles à neutrons, de trous noirs. Ou alors on va vers un Big Rip où là on va tout déchirer et l'univers va se détruire dans une grande explosion cataclysmique. Mais bon, ça c'est pas avant beaucoup de temps. On est assez tranquille. Et je vais finir là-dessus. Ça c'est une simulation qui vous montre tout l'univers avec 10 milliards de particules. Et donc vous voyez là les filaments qui regroupent, qui connectent toutes les galaxies et tous les amas de galaxies. Et bien, vous voyez donc les cavités aussi, donc les galaxies sont tout autour. Vous voyez que la forme de notre univers est plutôt intéressante. Moi, j'aime bien cette forme-là. Je trouve que c'est pas très homogène. Hein. Voilà, donc nous, on est par là dans ce grand amas qui se rapproche. Et vous voyez plein de galaxies. Tous les petits points sont des galaxies. Hein. Vous voyez qu'ils sont tous connectés un petit peu entre elles par de la matière. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Enfin, je parle en galaxie ou en étoile. Voilà, donc on est par là-bas. Donc, ça inclut toute la matière qu'on connaît. Et là, on va arriver à la résolution maximale de la simulation. Et ensuite, vous voyez toutes les galaxies qui apparaissent. Bon, il y a à peu près quelques centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Donc, vous pouvez compter. Et voilà, on va en arrière. Donc, si vous arrivez à garder ce point-là, eh bien, c'est que vous pourrez rentrer chez vous ce soir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.